Oh, oh, oh putain. Oh, oh con. Oh, oh, oh. Pff, oh bordel. Oh con. Ouf. Ouf. Salut les amis. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau 4x4. Et oui les amis, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on est là pour vous présenter mon nouveau 4x4. Et oui, malheureusement, j'ai vendu les Jeeps au profit de ce superbe Toyota 4Runner. Les amis, avant de continuer cette vidéo, non, calme-toi Jean-Michel, ce n'est pas un placement de produit, écoutez ce que j'ai à vous dire. Deux choses. La première chose, je vais faire une vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Vous allez me mettre dans les commentaires de la vidéo hashtag FAQ. Je vais relever toutes vos questions, je vais préparer mes réponses et je vais vous faire une vidéo complète et je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions. Donc n'oubliez pas, dans cette vidéo, hashtag FAQ, vous me posez votre question et j'essaye d'y répondre d'ici, on va dire, une petite dizaine de jours. Deuxième chose, très important, je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mon site internet est ouvert et vous pouvez acquérir ce genre de t-shirt, des pulls, d'autres t-shirts et même une gourde pour mettre de la mauresque dedans. Ça peut servir. Le lien de mon site est dans la description de la vidéo et n'oubliez pas, hashtag FAQ, vous me posez vos questions et on y répond dans 10 jours. FAQ, ça veut dire foire aux questions. C'est-à-dire que si vous avez des questions concernant tout ce que je fais, c'est le moment. Foire aux questions. F-A-Q. FAQ, quoi. Foire aux questions. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu les Jeeps pour acheter ce petit Toyota. En fait, l'annonce est apparue encore une fois quand j'étais le plus occupé humainement parlant dans mes toilettes. Et j'étais sur un site qui vous montre où sont les bons angles. Et j'ai une recherche où en fait, il n'y a que des vieilles voitures. Et apparaît un beau matin ce Toyota. Je lis l'annonce, je vois qu'elle est à 20 minutes de chez moi. Je me dis, mec, au fond de toi, tu aimes ce véhicule, va le voir. Du coup, j'ai pris ma voiture, je suis allé voir le Toyota et je l'ai essayé. Et quand je l'ai essayé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu quelque chose qui s'est produit tout simplement. C'est-à-dire que j'ai ultra kiffé cette voiture à conduire. C'est un Toyota de 1990, donc il a plus de 30 ans. Et je pense que déjà, c'est peut-être pour ça que j'ai kiffé. Je suis rentré chez moi, j'ai parlé avec un pote et je lui ai dit qu'est-ce que je fais? Je vends les Jeeps, j'achète ça ou je garde mes Jeeps parce que le matin, il faut quand même se rendre à l'évidence. J'avais pas du tout prévu d'acheter un Toyota et de revendre mes Jeeps. Après une longue discussion, il s'en est fini que non, je garde mon Jeep et je n'achète pas de Toyota parce que je n'en ai clairement pas besoin. Au final, il est là. Parce que le matin au réveil, j'ai cogité et je me suis levé comme un dingue en me disant non, tu ne peux pas laisser passer un Toyota 4Runner. Et le matin, avant de dire au vendeur si oui ou non du coup je prenais le véhicule, ben, j'ai fait comme 90% des gens. Je me suis poncé sur YouTube à regarder des vidéos du véhicule que je voulais acheter. Et là, ben, en fait, j'ai vu partout qui disaient que c'était un véhicule monstrueux. J'ai toujours voulu un véhicule des années 90 Toyota. Que ce soit berline, coupé ou 4x4, il me fallait dans mon troupeau de véhicules quelque chose de Toyota. Et j'avais plus rien. C'est ça qui m'embêtait clairement. Et forcément, après une heure de ponçage sur YouTube, j'ai rappelé le mec et je suis allé le chercher. Avant de vous montrer mon exemplaire, je vais quand même vous raconter une histoire, car ce véhicule a une histoire. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les États-Unis et dites-vous que ce véhicule-là, il a été créé par un Américain et c'est ça qui est exceptionnel. En gros, on remonte dans le temps, dans les années 80, où le Toyota Hilux, donc le pick-up, venait de sortir. Aux États-Unis, il y avait un revendeur Toyota qui ne faisait que écouler des Toyota Hilux, mais par paquet de 10 par jour. Et un jour, il a eu une idée incroyable. Il a appelé un ami à lui dans un état voisin qui fabriquait des caravanes. Il lui a demandé tout simplement de fabriquer un toit pour mettre à l'arrière du Hilux et de rajouter une banquette. Son collègue lui a dit « Oui, il n'y a pas de problème, c'est mon métier, je fais des caravanes. » Donc il lui a fabriqué un prototype avec un toit en fibre, puisqu'à l'époque les caravanes étaient faites en fibre, d'ailleurs peut-être aujourd'hui, je sais pas, je suis pas expert caravane. Et il lui a rajouté une banquette arrière. C'était pas forcément des plus pratiques parce que quand tu voulais rentrer derrière, tu devais passer par l'avant puisqu'il n'y avait pas de porte étant donné que c'était un pick-up simple cabine. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont envoyé le projet à Toyota. Et Toyota au Japon a dit « Mais c'est génial, on valide !» De là est né le premier 4Runner. Les premières générations de 4Runner sont pour moi les plus chargées en histoire parce que c'est celles qui possèdent le toit justement en fibre, alors que moi, vous voyez, c'est bien un toit en tôle. Donc c'est un Américain qui a créé le 4Runner, pardon, le 4Runner. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une seconde génération. Je n'ai pas le premier avec le toit en fibre qui doit être incroyablement rare et coûter surtout un rein, un bras et tout ce que tu veux. Il y a la troisième génération qui est le même que le mien, un petit peu plus moderne, un petit peu plus restylé. Et moi, j'ai celui entre les deux. Et honnêtement, c'est trop cool. Par contre, vu que c'est un véhicule dérivé d'un pick-up, ils ont quand même laissé quelques parties du pick-up.
et qui sont pas forcément les plus pratiques. C'est-à-dire que la porte arrière n'est pas une porte qu'on lève comme ça, comme un coffre traditionnel, ou qu'on ouvre sur le côté, comme on peut voir chez certains 4x4. Non, c'est plus complexe et c'est peut-être un poil chiant en fait. Tu te calmes toi. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de mettre quelque chose dans le coffre, c'est un peu relou et il faut pas être pressé. Vous mettez la clé dans la serrure d'arrière, vous tournez la clé et là, la vitre descend dans le haillon. Une fois que vous avez fait ça, vous déverrouillez la vitre via le loquet, vous prenez la poignée et là ça s'ouvre comme un pick-up et on voit bien que c'est dérivé du Hilux. Et seulement maintenant, vous pouvez mettre l'objet que vous voulez dans le coffre. Comme par exemple cette bouteille. Et une fois que vous avez fini, vous refermez votre haillon et vous refermez votre vitre. Ouais, malheureusement, sur le mien, ça marche pas. Mais il y a une autre solution. Il y a un malicieux bouton placé à l'intérieur. C'est quand même plus facile. Attends mec, t'as oublié ton eau pour ton pastis. Attends, parce que du coup, c'est mieux de faire une moresque. Et tu vas le servir comment si t'as pas de verre? Attends, parce que l'eau, si tu la verses à même la bouteille, ça va faire des grumeaux, vaut mieux prendre ça. Ça suffit, arrêtez maintenant. Je peux y aller? Ouais, c'est bon. Toutes ces particularités mis bout à bout ont fait que du coup j'ai craqué et que je me suis laissé tenter par ce Forerunner. Pardon, encore une fois, ce Forerunner. Maintenant, je vais vous montrer mon modèle. C'est un V6 essence, 150 chevaux. Je peux te dire que ça marche pas, mais c'est pas grave, c'est pas une caisse de course. Intérieur, tissu d'époque des années 90. Voici le premier des défauts intérieurs que j'ai pour vous dire à quel point il est neuf. J'ai ce défaut-là, les sièges qui sont déchirés malheureusement. Et le deuxième défaut, ça va être le tableau de bord qui est fissuré ici et là. Sinon, tout le reste du véhicule, il est neuf. Merci à l'ancien propriétaire de l'avoir conservé un minimum proprement. Les plastiques sont là, le tableau de bord est là, tout fonctionne, le compteur, les aiguilles. Ah oui, non, attends, pire que tout fonctionne. Vous voyez ça là? La climatisation. Si je vous dis qu'elle marche et qu'après l'avoir rechargée, c'est le système de climatisation que j'ai dans mon peloton d'automobile qui est le plus performant. Vraiment, c'est impossible de la tenir à froid cette clim. Ça marche beaucoup trop fort. Après, c'est très sommaire, hein. Au niveau du poste de conduite, on va retrouver donc le frein à main qui est ici, un frein à main, tu vois, à manivelle comme ça, parce qu'il n'y a pas de frein à main traditionnel, hein. On a un énorme levier de vitesse accompagné d'un deuxième petit levier de vitesse qui lui est donc, et ça c'est vachement cool par rapport au Jeep, il est là pour changer de mode de transmission. C'est-à-dire que naturellement, il est en 2 roues motrices propulsion. Et ça c'est cool parce que ça drift. Oui, ça drift vraiment. Et c'est vraiment drôle. On peut le passer donc en 4 roues vitesse longue et on peut le passer en 4 roues vitesse courte. Le reste du véhicule est vraiment en très bon état. Vous voyez les moquettes, tout est bon, rien n'est abîmé. Bon, il n'était pas dans cet état-là quand je l'ai eu, il était plutôt dans un état un peu cracra. Tu voyez ce que je veux dire? Mais après un malicieux coup d'aspirateur, le véhicule est revenu comme au premier jour. Il est en excellent état et ça, j'en suis vraiment très content. On a les vitres électriques, les 4, ça c'est vraiment cool. On a les rétro électriques également. Le truc qui est vraiment cool, c'est qu'on sent vraiment en fait dans ce véhicule l'atmosphère de Toyota dans les années 90 et c'est ça que je recherchais. Je voulais me sentir vraiment, vous savez, dans le 4x4 du surfeur des années 90 ou le 4x4 du baroudeur en forêt, du garde forestier. C'était un peu le même délire de toute façon parce que je crois que justement le Forerunner ne s'appelait pas Forerunner mais au Japon il s'appelait, si je dis pas de bêtises, le Toyota Surf, je crois de mémoire, parce qu'ils voyaient, les Japonais voyaient vraiment ce véhicule comme le véhicule du surfeur, tu sais, il met ses planches de surf derrière, les 2-3 blondes et il va surfer. Je vous montre les places arrière. Alors il y a de la place, étonnamment il y a de la place, la banquette encore une fois, hein, tout est en parfait état et vous voyez c'est vraiment ce tissu que je suis venu rechercher, ce tissu des années 90 qui est également très robuste, malheureusement peut-être pas sur le siège conducteur, mais regardez l'état du véhicule, les portes sont en parfait état, toutes les vitres fonctionnent. J'ai déjà fait 2-3 petits frais dessus, il manquait par exemple cette poignée que j'ai retrouvée pour la modique somme de 3 € sur un site chinois et on a du coffre. Le coffre est quand même assez grand, ça c'est cool, on peut mettre pas mal de choses dedans. J'ai pas fait grand chose dessus.
La première modif que j'ai fait déjà, c'était juste les pneus. Je ne l'ai pas eu avec ces pneus-là parce que quand je l'ai eu, il avait des pneus routiers 4x4, on va dire. Et c'était juste pas possible dans la boue ou en tout terrain de gravir quoi que ce soit. Ça patinait à mort. En plus, ils étaient morts qu'ils en pouvaient plus. Donc dès que je l'ai eu, première chose, j'ai acheté 2 pneus en 31. Tel que vous le voyez là, il est absolument pas rehaussé. Il est vraiment d'origine. J'ai gardé les jantes d'origine que je vais certainement repeindre car elles sont un petit peu fatiguées, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne connais pas, mais regardez, ce sont des Canonica. A priori, ça a l'air d'être des jantes assez rares. Je suis très content parce qu'elles sont belles en plus. Chose que j'adore aussi, c'est les marchepieds. Regardez-moi ces marchepieds directement sortis des années 90 avec le petite écriture, la Owens classique XLR 200. Les marchepieds en aluminium comme ça, je trouve ça vraiment classe. Je vais essayer vraiment de les conserver. Je suis un peu dégoûté parce que du coup, j'ai qu'une seule bavette à l'arrière 4WD et du côté gauche, malheureusement, elle n'y est pas. J'ai l'attelage, ça peut toujours servir également. Maintenant, on va parler niveau châssis. Donc niveau châssis, là où j'ai vraiment fait une bonne affaire, c'est que les 4Runner sont généralement des gros tas de rouille. Et moi, j'ai un point de rouille. Et regardez, je vous le montre, il est là. Voilà, ça là, c'est le seul point de rouille que j'ai sur tout le véhicule entier. Voilà, il est sale parce que j'ai fait un peu de TT avec hier. Mais regardez, je vais vous montrer le dessous directement. Tout est vraiment en parfait état. Alors c'est un peu sablonneux, couleur sable, parce que j'étais dans le sable justement ces jours-ci également avec. Mais si on regarde bien ici, mais il n'a aucun point de rouille. Voilà, il est en parfait état. Sur la face avant, j'ai rien touché, mis à part rajouter 2 crochets d'attelage. Je me suis mis des ampoules à LED pour y voir la nuit. Et ça, oui, bon ben ça c'est pas de moi, hein. Ça je l'ai acheté comme ça, donc c'est un peu patiné par l'ancien propriétaire. Et l'ancien propriétaire étant fan d'Harley Davidson, il s'est tapé le logo Harley sur le capot. Avant de continuer, je vais vous montrer le premier test off-road que j'ai fait avec le jour de l'achat. Donc je vous explique, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. Voilà l'état du 4Runner. En fait, c'est très simple, hein. Faut pas me juger, c'est que j'ai fait une erreur de trajectoire. Vous voyez là, ben, je devais passer 20 cm sur la gauche. Et en fait, malheureusement, je suis passé 20 cm sur la droite. Du coup, je suis malencontreusement tombé dans un petit trou que j'ai essayé de me débattre avec des cailloux, mais bien évidemment, ça ne fait rien. Le pare-choc avant, il est posé sur le sol. Le bas de caisse est également posé sur le sol. La roue qui est ici n'adhère absolument pas, en jugé par l'état du pneu. De l'avant, bah ça donne ça. Voilà, c'est très joli, c'est artistique un peu, hein. Ça fait joli avec la porte ouverte et tout comme ça. À la limite de basculer, je vais essayer de vous mettre la caméra à droite. Voilà, la caméra à droite, je suis comme ça. Vous voyez, donc c'est en descente et en plus j'ai failli basculer, donc tout va bien. Et bien évidemment, la roue arrière droite, aucune adhérence, il n'y a pas de blocage de diff à l'arrière. Donc je pédale comme un con. Pour une première sortie off-road, pour un premier test, bah on peut dire que c'est un échec cuisant. Maintenant j'attends un ami qui est parti chercher son patrol. Il arrive quelque part par là, il va arriver d'un moment à l'autre, j'espère. Et ben on va essayer de le sortir de la merde. Mon sauveur. Maintenant il faut qu'on arrive à le sortir de là. Le gros point positif de ce véhicule surtout, que je ne vous ai pas parlé, c'est que tel que vous le voyez là, il est d'origine. Et j'ai prévu beaucoup de choses pour lui. Il va se passer des choses au niveau des pare-chocs et il va se passer des choses au niveau aussi de la couleur. Je vais certainement réaliser la première peinture complète de ma vie. Pas moi, hein, bien évidemment, la faire, parce que j'ai jamais fait faire une peinture complète. J'avoue que je suis un peu stressé quand même, parce que le véhicule a plein de petits appendices à droite à gauche, comme par exemple ces espèces de baguettes chromées qui sont collées sur les ailes, les passages de roues, les marchepieds, ce genre de plastique. Là, vous voyez, de l'autre côté, ça se décolle un peu. Là, vous voyez, on a encore un passage de roue chromée. Je sais pas comment ça se fait, une peinture complète sur ce type de 4x4. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il devrait se prendre normalement une peinture complète et des modifications au niveau des pare-chocs avant et des pare-chocs arrière. C'est-à-dire que là, déjà, il est cool, mais on va essayer de le off-roadiser un peu plus. Je vais vous montrer le moteur également. Là, par contre, ça se corse un tout petit peu. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'espère ne jamais avoir à mettre les mains dedans. Parce que comme d'habitude, chez Toyota, ce sont des monstrueuses usines à gaz. Regardez-moi le V6. Alors, il y a de tout partout. Déjà, quand je vois ce genre de petits solénoïdes ici, là, vous voyez, ça, je sais que ça coûte cher chez Toyota. Donc, j'espère que ça ne me cassera pas dans les mains. Parce que de mémoire, c'était quand même 350 balles le solénoïde. Alors, ça, n'en tenez pas compte. Pareil, c'est une alarme. Par contre, c'est un V6 à injection avec une tête de Delco encore à l'ancienne, c'est plutôt marrant. C'est une distribution par courroie et le gros avantage de ce moteur, c'est-à-dire qu'il est indestructible. Vraiment indestructible ce V6. Le mien a déjà 225 000 km je crois de mémoire et il démarre au quart de tour. Et c'est là où je suis super content d'avoir un Toyota, c'est qu'il roule à la perfection. Il est autant confort sur les terrains
que sur la route. Ça peut être le parfait daily, le parfait 4x4 d'off-road. C'est presque le véhicule parfait pour moi. Pour tracter la Corvette, non, ça manque clairement de pêche. 150 chevaux V6, c'est vraiment trop léger. Ça manque également de place parce que moi, quand je pars en événement drift, j'ai beaucoup de roues avec moi, donc je peux pas tout charger dedans. Mais si vous faites pas de drift, ce véhicule est clairement un excellent daily. Utile, fiable, pas cher à entretenir. Il y a la clim, il y a de la musique. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Allez, maintenant, je vais vous montrer comment il roule. Allez, c'est parti pour vous montrer un petit peu comment roule ce Toyota. Alors pour rappel, il a 228 000 km et il est de 90. Alors au niveau sonorité, le V6 n'est pas forcément très connu pour sortir un son merveilleux. Je suis pas sûr que je lui ferai une ligne parce que j'aime bien du coup, tu vois, garder un peu de silence, on va dire, quand je roule comme ça. Pour les professionnels du tout-terrain, j'ai une petite question. À l'arrière, j'ai un pont rigide avec un autobloquant. A priori, c'est exceptionnel et je confirme. Mais à l'avant, par contre, je n'ai pas de pont. Je suis en triangle. Les Pro 4x4 me disent que c'est de la merde. Et d'après Toyota, c'est le top parce que ça épouse vraiment les déformations du terrain. Le problème, c'est que quand on me dit que c'est de la merde, on ne me donne pas d'argument. On ne me dit pas, oui, mais c'est de la merde parce que c'est pas bon pour faire ça. C'est que je ne sais pas. Donc s'il y en a qui sont capables de me le dire, l'espace commentaire est fait pour vous. Plus pont rigide ou plus triangulation, mais pourquoi surtout? Et à l'avant, c'est pareil, j'ai un diff-lock automatique qui se déclenche qu'en cas de besoin. Donc techniquement, ce véhicule est censé passer un peu partout. Donc là, on est en propulsion vitesse longue. L'avantage du Toyota 4Runner, c'est qu'on peut passer en 4 roues motrices sans débrayer et en roulant. Je vous montre juste en faisant clac. Voilà, là je suis en 4 roues motrices. Le logo vient de s'allumer sur le tableau de bord. Par contre, pour passer en vitesse courte, là, il faut s'arrêter, enlever le rapport, passer en vitesse courte. On démarre en seconde et c'est parti. Et là, on est en vitesse courte. On passe la 3. Mais vous voyez, je suis sur une piste, on va dire classique. Ben, je ne suis pas secoué. Enfin, si, là, regardez, il y a des petits trous. Voilà, ça tape un peu. Mais sur une piste classique, il reste quand même hyper confort. Et sur la route, c'est pareil. Les pierres, ça, c'est pas un problème parce que dessous, il y a une protection de carter et une protection sur la boîte de transfert. Et ça, je trouve ça vraiment cool pour l'époque. Tenez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Pour vadrouiller, c'est vraiment un très bon véhicule. Même pour faire du franchissement, ça reste un très bon véhicule. Là, j'ai pas de zone de franchissement, mais rassurez-vous, dans les futures vidéos, ça va arriver. Je vous réserve des petites surprises bien sympas au niveau du franchissement avec ce 4x4. Le temps que j'apprenne à m'en servir, que je comprenne dans quel régime et dans quelle vitesse il faut passer en fonction des murs que je gravis. Mais pour l'instant, j'avoue qu'il m'a quand même vachement surpris. En fait, ce qu'il y a de bien par rapport au Jeep, donc là, il y a peut-être le porte-clés et ça qui fait un peu de bruit. Mais si j'enlève ça, ben vous voyez, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit de plastique, il n'y a pas un bruit de bizarre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais les matériaux sont bien. C'est bien assemblé. Allez, je repasse en vitesse longue propulsion. Et on va aller voir du coup sur la route maintenant ce que ça donne. Alors, le truc aussi qui me bluffe, c'est que quand je vais faire un peu de TT avec, putain, ça secoue, hein, ça secoue. Eh bien, je mets un long moment avant de mettre les 4 roues motrices. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de trucs que j'ai passé en simple propulsion. Le moteur est peut-être pas le plus fougueux, mais par contre, il a l'avantage d'avoir du couple, d'être assez disponible. Et au final, la boîte manuelle, je pensais avoir des regrets, parce que la boîte auto en tout terrain, faut dire ce qui est, c'est quand même vachement cool. Tu te soucies pas de la boîte, t'accélères, tu freines. Au pire, tu bloques tes rapports. Au final, jouer de l'embrayage, ça va, parce qu'en vitesse courte, tu n'en joues pas beaucoup, tu mets ta 2 et tu joues pas vraiment avec l'embrayage, parce que c'est tellement court que tu gravis tout sans faire patiner l'embrayage. Et là, vous voyez, donc on est sur une petite route bitumée de campagne, et le véhicule est super confort. Voilà, je vais fermer la vitre, c'est super confort. Je peux rouler, mais alors tous les jours sans problème comme ça. Je suis bien installé. La position de conduite est assez particulière pour un 4x4. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mais en gros, ils sont un peu allongés. On n'est pas assis vraiment cassé, vous voyez ce que je veux dire? On est plus en position, regardez, hein, voilà, on est en position allongée. Le plancher de ce 4x4 est très haut. Je pense que pour des longs trajets, ça doit pas être fatigant. Les sièges sont quand même un minimum confortables. Il y a la direction assistée, il y a la clim, il y a la musique, il y a tout. Moi, personnellement, je suis tellement pas difficile que ça me suffit en fait. Ça consomme un peu, par contre, je pense qu'on est aux alentours des 15 litres au 100. Ça boit un peu. Je lui mets 50% d'éthanol, 50% de 98. Pour l'instant, il m'emmerde pas.
Un truc cool aussi, c'est qu'on a plein de compteurs. Enfin, on a plein de compteurs, on a qui servent à rien. Hein. J'ai le tensiomètre de la batterie, ça clairement, je pourrais m'en passer. Par contre, j'ai la pression d'huile, la température d'eau, l'essence et les indications de vitesse. Mais la pression d'huile, c'est toujours cool d'avoir pensé à le mettre. En performance, bon, je tombe là 2. La boîte reste agréable, les suspensions sont vraiment confort. Là, je suis en 3, ça monte, doucement, mais ça monte. Par contre, si je descends une 2, hop, là on est à 3005. Ça se déplace, tu vois, c'est pas un foudre de guerre, mais ça se déplace. Après, c'est pas fait pour ça, hein. C'est un 4x4, c'est fait pour chiller, c'est fait pour se déplacer tranquille. C'est une boîte 5 vitesses, tu mets ta 5e et hop, tu te laisses couler. Non, par contre, l'avantage, c'est que ça a vraiment le mérite de rouler super bien. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que je vais regretter mon choix d'avoir vendu mon Jeep par rapport à ce Toyota ? Je vous le dirai dans les prochaines vidéos. Je vais encore continuer à me faire la main dessus. Il est vrai que le 4 litres 6 cylindres du Jeep était un moteur exceptionnel. Pour moi, le meilleur moteur de 4x4 que j'ai jamais pu avoir. Mais j'avais vraiment envie, en fait, de barouder dans la forêt en ayant ce petit logo sur le volant. Et je pense que beaucoup vont comprendre. Mais je voulais retrouver cette atmosphère, voilà, de Toyota des années 90. Et je voulais aussi une Toyota dans mon troupeau de bagnoles. Voilà les amis, je vous ai présenté mon nouveau 4x4. Donc n'oubliez pas, c'est pas un Toyota 4Runner, mais un Toyota 4Runner. Ça fait toute la différence. Sur ces belles paroles, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. C'est grâce à ça que je peux continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci. Allez, ciao!